Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler architecture et mythes. Le sujet du jour, le voici, et j'ai nommé la construction des pyramides. Alors, au départ, les tombeaux des pharaons étaient de simples bâtiments rectangulaires en briques, les mastabas. Mastaba, ça veut dire banquette. Banquette ou canapé, sofa, banquette quoi. Alors, comme plus tard, les pyramides, ils étaient tous bâtis sur la rive ouest du Nil, du côté où se couchait le soleil. Parce que pour les Égyptiens, c'était le domaine des morts. À l'intérieur, on trouvait une chapelle où étaient déposées des offrandes destinées à accompagner le pharaon dans le royaume des morts et une salle où était installée la statue du défunt. Un puits menait à la chambre funéraire contenant le sarcophage. La plus ancienne pyramide en pierre a été construite à Saqqara vers 2800 avant Jésus-Christ pour le pharaon Djeser, ou Djoser selon les prononciations, conçue par l'architecte Imhotep, dont on a déjà parlé. Elle est donc constituée de 6 mastabas, de plus en plus petits, posés les uns sur les autres, et elle faisait 60 mètres de hauteur, avec un puits creusé dans le mastaba qui menait à la chambre funéraire. Cette pyramide est donc à degrés, parce que ça fait comme des petits escaliers, et donc, grâce à cela, le pharaon pouvait rejoindre le dieu soleil. Les pyramides les plus célèbres datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Elles ont été bâties à Gizeh et portent les noms des pharaons qui les ont fait construire, soit Khéops, la plus haute, 146 mètres, Képhren, 143 mètres et Mykérinos, 66 mètres. Dans les trois cas, la chambre funéraire se trouve au cœur de l'édifice et non pas en dessous, comme c'est le cas de celle de Djoser, malgré les efforts des bâtisseurs qui ont dissimulé des entrées bloquées avec d'énormes dalles de pierre ou conçu des labyrinthes sans issue. Elles ont toutes été pillées dans l'Antiquité. Et non, il n'y avait pas de pièges dans les pyramides, hein, juste pas mal d'entrées et de sorties un peu bizarres. Voilà. Alors parmi les mystères qui entourent les pyramides, il en reste un qui n'a pas été vraiment complètement dévoilé, tout simplement parce qu'on fait beaucoup de tests et que c'est très compliqué de vraiment comprendre. C'est donc les différentes hypothèses des architectes sur comment étaient construites les pyramides. Alors, les pyramides, c'est donc des blocs de pierre extrêmement imposants, des couloirs de 8 mètres de hauteur, 47 mètres de long, la forme même de la pyramide construite par les Égyptiens reste un mystère parfois pour les archéologues. Alors bien sûr, il y a de nombreuses hypothèses plus ou moins admises. Et donc actuellement, on a plusieurs hypothèses qui évoquent une rampe sur le chantier pour réaliser des travaux. Alors, parmi ces hypothèses, nous avons la première, une rampe extérieure enveloppante pour hisser des blocs entre les étages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est un peu étrange. Alors, elle s'appuie sur le fait que donc, sur une pyramide, il y a donc au fur et à mesure une rampe en pierre ou en briques en terre et ou en briques crues qui donc fait le tour de la pyramide. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est comme si on construisait un escabeau autour de la pyramide au fur et à mesure qu'on grimpe. Sauf que là, c'est pas un escabeau, c'est tout simplement qu'on augmente le sol, c'est-à-dire qu'on fait comme un petit tas de terre pour pouvoir monter les pierres tout en haut. Voilà, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'escabeau en métal, il n'y avait pas ce genre de choses à l'époque, etc., etc. Alors, cette théorie est donc retenue par de nombreux commentateurs, archéologues, etc. Elle s'appuie sur la construction de la pyramide avec des rampes de briques crues donc parallèles aux deux faces, ce qui permet de tirer des blocs de pierre d'un étage à un autre. Ça finit par donc envelopper entièrement la construction, et une fois que c'est fini, on descend et on démonte tout. Alors, cette rampe aurait donc permis à l'élaboration de chaque assise, donc chaque pose de pierre de parement, notamment par exemple, ce qui offre une explication plausible à la finition des pierres de revêtement à partir du sommet de la pyramide. En effet, une fois que le pyramidion, donc comme on l'a vu la semaine dernière, le pyramidion, c'est la petite pierre pointue qui est tout en haut des pyramides et qui est parfois recouverte de feuilles d'or et qui ne conduit pas d'électricité. Donc une fois que le pyramidion est posé, il ne restait plus qu'à démanteler la rampe à partir du sommet, dévoilant les blocs de parement qu'il suffisait de ravaler. Certains objectent cette théorie sur le fait que la construction de ces rampes faisait environ 1,6 km de longueur et aurait demandé une énergie colossale, que ces pentes retenues seraient incompatibles avec la tenue géotechnique des matériaux employés, que les rampes rendraient
difficile l'alignement des arêtes des pyramides devenues invisibles et qu'elle est en contradiction avec les témoignages d'Hérodote. Voilà. Alors, pourtant, cette théorie a parfois quand même la faveur de beaucoup d'égyptologues. Elle se heurte à un énorme écueil, voilà. C'est-à-dire que comment est-ce que 300 personnes peuvent continuer à tirer des charges dans des virages où il serait impossible en fait de tourner correctement. C'est-à-dire qu'un égyptologue par exemple qui s'appelle Georges Goyon qui présente des bornes faisant édifice de renvoi d'angle pour les corps de traction, solution qui n'est une hypothèse de dessin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas validée au niveau des mécaniques. La deuxième théorie, c'est une rampe en zigzag avec des paliers. Alors cette théorie consiste donc à accoler des rampes latérales disposées en colimaçon. Ça aussi, c'est assez difficile à imaginer juste comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est donc qu'on y a donc des rampes qui tournent autour de la pyramide. C'est-à-dire que cette fois, ce n'est pas des rampes qu'on additionne, c'est des rampes qui se rajoutent un petit peu comme un escalier. Elle est énoncée pour la première fois par l'égyptologue allemand Ufo Elscher. L'inconvénient majeur est que la forte pente imposée aux rampes qui ne peuvent s'étendre que sur la longueur des faces, c'est-à-dire que la rampe ne peut pas aller plus loin que la face de la pyramide. Ce système ne peut donc permettre que l'élévation de pierres relativement légères, sauf qu'on parle de pierres de plusieurs tonnes pour les pyramides parfois. De plus, il rend impossible la pose du revêtement final. Le revêtement final, en fait, c'est ce qui fait que les pyramides avaient un côté vraiment blanc, c'est le revêtement en calcaire, parce que dessous, en fait, les pierres, elles sont assez banales. Le système, rend impossible cette théorie. Cette théorie semble mieux adaptée à la construction des pyramides à degrés, donc comme celle de Djoser, dont la masse des pierres à assembler dépasse rarement les 350 kg, ce qui rendrait également possible l'emploi d'une rampe frontale à forte pente. D'ailleurs, à propos de rampe frontale, il s'agit de notre troisième théorie. Donc la rampe frontale, elle est horizontale ou verticale, ça dépend des idées. Mais c'est sûrement difficile de hisser les blocs de pierre. Cette théorie fut développée pour la première fois par l'égyptologue allemand Ludwig Borchardt, interprétant ainsi la présence des vestiges de rampes. Et oui, parce qu'en fait, si on parle de rampes, c'est parce qu'on en a trouvé. Et parce que sinon, c'est pas drôle. Aux abords des pyramides, donc notamment de la pyramide de Meidum, elle consiste en une rampe unique, perpendiculaire à une face de la pyramide dont la pente est constante, quelle que soit l'élévation, c'est-à-dire qu'elle ne change pas de degré. Cela implique que la longueur de celle-ci croît au fur et à mesure que la pyramide grandit. Les blocs posés sur des traîneaux est alors donc charriés jusqu'à la rampe à la force des bras. De l'huile est donc apparemment versée par terre entre les tireurs et les patins, aidant à faire glisser les traîneaux. Alors, l'inconvénient majeur de cette théorie, c'est que la rampe prend des dimensions considérables, qu'elle présente finalement un travail aussi colossal que la pyramide elle-même, sauf qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois, et une rampe et une pyramide si les deux prennent le même temps. Rappelons-le, une pyramide est souvent construite en une vingtaine d'années, donc si on met 20 ans pour faire une rampe et 20 ans pour faire une pyramide, s'il faut donc 40 ans pour tout faire, c'est un peu long. Ainsi, donc, ce principe est donc modifié avec une rampe linéaire unique en briques crues, c'est-à-dire qu'on a imaginé cette fois une rampe qui est donc plus linéaire, il n'y a pas plusieurs rampes, il n'y en a qu'une seule, et elle est en briques crues. Elle est donc cette fois perpendiculaire à la face orientée vers le Nil et de longueur variable, jusqu'à une faible hauteur, puis de longueur constante avec des inclinaisons variables. En gros, la rampe change régulièrement en fonction de l'avancement de la construction de la pyramide. Donc soit la rampe a une pente faible et une longueur extrêmement importante, le volume des matériaux qui représente la rampe, et qu'il faudrait déblayer ensuite est énorme, et l'ordre de grandeur du volume de la pyramide elle-même, soit la pente s'élève à mesure que la pyramide se construit, ce qui lui donne une pente très forte. Voilà. Donc la pente pour hisser les blocs devient donc énorme, bien au-delà de ce qui est admissible pour une voie praticable, à savoir 7%, et a fortiori pour hisser les blocs.
Cette théorie présente donc des lacunes. Il est difficile de concilier avec une tenue des sols la place disponible qui sont contenues même par les ingénieurs civils et la possibilité de tractations humaines qui sont aujourd'hui les mieux connues grâce à l'archéologie expérimentale. Autrement dit, pour bien savoir comment est-ce qu'on construit une pyramide, il faut construire une pyramide avec les moyens de l'époque. Et c'est à ça que sert l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire à essayer de construire des pyramides avec telle ou telle théorie, avec telle ou telle rampe, imaginer comment est-ce que ça pouvait être fait, etc. Bien sûr, c'est parfois toujours difficile de se mettre d'accord, surtout qu'en fonction de la taille de la pyramide et de comment est le sol, c'est-à-dire plus ou moins sablonneux, et bien forcément, on est obligé de changer de technique. Donc voilà. Là, disons que on peut supposer que les Égyptiens ont changé à plusieurs reprises de technique pour construire leur pyramide en fonction du sol et en fonction des époques. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.